Bienvenue pour un autre article du Labo des comptes d'infidélité. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Plongeons maintenant dans l'histoire du jour. Chapitre 1, la Fondation. Theodore Ted Barlow ajusta ses lunettes de lecture et ferma le rapport trimestriel de sécurité étalé sur son bureau en acajou. À 52 ans, il inspirait le respect dans le secteur de la sécurité d'entreprise à Chicago. Son entreprise, Barlow Security, protégeait tout, des startups technologiques aux entreprises du Fortune 500. Les fils argentés de ses cheveux noirs et les lignes patinées autour de ses yeux gris acier racontaient ses 20 ans dans le renseignement militaire avant de bâtir son empire à partir de rien. Son bureau surplombait le lac Michigan, où des cargos parsemaient l'horizon tel des pièces d'échecs. Des photos étaient alignées sur sa crédence. Son mariage avec Eleanor il y a 30 ans. La remise des diplômes de Cathy à Northwestern, des vacances en famille à une époque plus heureuse. Le plus grand cadre portait sa médaille de bronze d'Afghanistan, bien que Ted ait rarement évoqué ces années. Pauline frappa et entra sans attendre, un privilège acquis au fil de 15 ans d'amitié et de partenariat commercial. Le contrat Morrison rapporta 12 millions sur 3 ans. L'enthousiasme de Paul ne pouvait cacher son inquiétude. « Tu as encore travaillé tard. Eleanor a mentionné que tu avais manqué le dîner de mardi. » Ted s'est adossé à son fauteuil en cuir. La sécurité ne dort jamais, Paul. Nous non plus. Mais son ami avait raison. Ces derniers temps, le travail était devenu son refuge face à la tension grandissante à la maison. Sa fille Cathy avait épousé Kurt Douglas 18 mois plus tôt, et depuis, les dîners de famille étaient devenus des champs de bataille. Kurt Douglas représentait tout ce que Ted méprisait. Autoritaire, manipulateur et paresseux, ce jeune homme de 28 ans avait brillé par son charme en occupant divers postes de vendeur, sans jamais y rester plus de 2 ans. Sa dernière aventure concerne une arnaque aux crypto-monnaies qui a fait hurler de rage l'instinct de Ted. Mais Cathy, aussi brillante soit-elle grâce à son MBA de Kellogg, semblait aveugle à la véritable nature de son mari. Cathy a appelé, a dit Paul prudemment. Elle veut qu'on se rencontre demain pour investir dans le projet de Kurt. Ted serra les dents. Elle connaît ma réponse. Peut-être parler d'abord à Eleanor. Elle pense que tu es trop dur avec lui. Eleanor, son ancre depuis 3 décennies. La femme qui avait attendu ses déploiements et célébré chaque victoire. Elle croyait qu'il fallait donner sa chance aux gens, voir le bien là où Ted voyait des menaces. C'était pour ça qu'il l'aimait et pourquoi ça le rendait parfois fou. Ce soir-là, Ted trouva Eleanor dans leur cuisine du WK, ses cheveux auburn tirés en arrière, tandis qu'elle préparait son rôti préféré. À 50 ans, elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais connue, même si des rides d'inquiétude étaient apparus récemment autour de ses yeux verts. Cathy est passée aujourd'hui, dit-elle sans se retourner. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Kurt a travaillé de longues heures sur sa nouvelle entreprise. Quelle entreprise? Séparer les investisseurs de leur argent. Ted se servit un bourbon pur. Théodore. Le ton d'Eleanor exprimait 30 ans de doux reproches. C'est notre fille. Elle a besoin de notre soutien, pas de notre jugement. Ted observa le reflet de sa femme dans la fenêtre de la cuisine. Eleanor avait abandonné son enseignement pour élever Cathy et financer son service militaire. Elle méritait la paix pendant leurs vieux jours, pas les drames que Kurt apportait à leur famille. J'ai déjà vu ce genre de personnes, dit Ted. Dans les salles d'interrogatoire et les audiences du Congrès. Il cherche un angle. Eleanor lança un éclair de rire. Tout le monde n'est pas capable d'évaluer la menace, Ted. Parfois, on a juste besoin d'aide. Leur dispute fut interrompue par le bourdonnement du téléphone sécurisé de Ted. Le travail ne s'arrêtait jamais, mais pour la première fois depuis des mois, il était reconnaissant de cette distraction. En répondant, Eleanor secoua la tête et retourna à la préparation du dîner. Plus tard, allongé dans son lit à côté de sa femme endormie, Ted fixa le plafond et se demanda quand la protection de sa famille était devenue si compliquée. En Afghanistan, les ennemis portaient des uniformes, ou du moins des armes. Ici, la menace souriait au dîner du dimanche et l'appelait papa. Son instinct l'avait maintenu en vie pendant 3 missions et avait bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il hurlait, mais Eleanor avait raison. Cathy était leur fille. Quels que soient les plans de Kurt, Ted serait prêt. Il avait protégé des cadres d'entreprise contre les enlèvements, des installations militaires contre l'infiltration et des témoins contre les assassinats. Un escroc au chômage ne devrait pas poser beaucoup de problèmes.
Alors que la neige commençait à tomber par la fenêtre de leur chambre, Ted se fit un devoir de demander à Brian et Stu, son avocat, de procéder à une enquête plus approfondie sur Kurt Douglas. Si son gendre cachait quelque chose, Ted le trouverait. Il le faisait toujours. Les fondations de la famille Barlow avaient traversé bien des tempêtes. Ted était déterminé à résister à celle-ci aussi, quoi qu'il en coûte. Chapitre 2. L'appel. 3 semaines après leur dispute dans la cuisine, Ted visionnait les images de surveillance de l'entrepôt d'un client lorsque son téléphone sécurisé sonna à 23h47. L'afficheur indiquait le numéro d'Eleanor, mais sa voix exprimait une terreur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Ted, aide-moi, s'il te plaît. » Ces paroles étaient entre claquements de dents et sanglots. « On m'a cambriolé. Ils ont tout pris. Mon sac à main, ma voiture, même mon manteau. J'ai tellement froid que je ne sais plus où je suis. » Ted était déjà en train de récupérer ses clés et son équipement tactique. « Eleanor, calme-toi. Es-tu blessé? Sont-ils toujours là? » Non, ils ont disparu. Je suis seul. Il y a de la neige partout et je ne vois aucune lumière. Ils ont dit que j'étais à 190 km de chez moi, mais je ne sais pas dans quelle direction. L'esprit de Ted est passé en mode opérationnel. Ses émotions ont été mises de côté pour plus tard. Tu vois quelque chose? Des panneaux de signalisation, des points de repère, quelque chose de particulier. Il y a un vieux silo à grains de l'autre côté de la route. C'est écrit Morrison Feed sur le côté. Ted, j'ai tellement peur. Morrison Feed. Ted le savait. Une exploitation désaffectée près de Rockford, dans l'Illinois, à exactement 205 km de Chicago par des routes secondaires. Comment diable Eleanor a-t-elle atterri là? J'arrive, ma puce. Trouve un abri si tu peux, mais ne t'éloigne pas trop de là où tu es. Je serai là dans 90 minutes. Le Range Rover noir de Ted avait dévoré l'autoroute. Les feux de détresse éclairaient la circulation. Il avait appelé Paul pour coordonner leur équipe de sécurité et contacter Brian Schneider, un contact de la police d'État, pour surveiller les conversations radio. Aucun signalement de vol ou de véhicule abandonné ne correspondait à la situation d'Eleanor. Le trajet lui laissa le temps de réfléchir, et ses pensées ne collaient pas. Eleanor avait dit qu'elle allait dîner chez Cathy. Leur fille vivait à Eveston, à 20 minutes de route au nord. Comment elle s'était retrouvée à 2 heures au sud-ouest, cambriolée et abandonnée dans la campagne de l'Illinois? Ted trouva Eleanor blottie derrière le quai de chargement de Morrison Feed, enveloppée dans une bâche de maintenance qu'elle avait découverte. Ses lèvres étaient bleues, sa robe de créateur déchirée et tachée de boue. Elle s'effondra dans ses bras, sanglotant contre son torse tandis qu'il l'enveloppait dans des couvertures de survie de son kit de survie. C'est fini, ma puce. Tu es en sécurité. Ted l'aida à monter dans le SUV chauffé, vérifiant ses blessures tout en travaillant. Des bleus au poignet, une égratignure à la joue, mais rien ne nécessitait de soins médicaux immédiats. Raconte-moi ce qui s'est passé. Le récit d'Eleanor lui parvint par bribes, entre 2 gorgées de café chaud dans le thermos de Ted. Elle était arrivée chez Cathy vers 18h pour le dîner. Kurt était agité, faisait les 100 pas et téléphonait. Vers 20h, il avait demandé à Eleanor de le conduire à un rendez-vous pour son projet professionnel, prétextant que sa voiture était au garage. Il avait dit que ça prendrait 30 minutes, chuchota Eleanor. Mais nous avons continué à rouler, rouler, rouler. Quand je lui ai demandé où nous allions, il s'est mis en colère. Puis ces hommes sont apparus à une station-service. Des hommes à l'air brutal et tatoués. Ils m'ont sorti de ma voiture, ont pris mon sac à main, mes bijoux, tout. Kurt est resté planté là, à regarder. Le sang de Ted s'est glacé. Kurt était impliqué. Il n'arrêtait pas de s'excuser, répétant que ce n'était pas censé se passer comme ça. Un des hommes l'a frappé aussi, lui a ordonné de se taire. Ils nous ont jetés tous les deux dans une camionnette, mais au bout d'1 heure environ, ils m'ont poussé ici et sont partis avec Kurt. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans l'esprit de Ted comme des fragments de puzzle. Kurt avait orchestré tout cela en utilisant Eleanor comme garantie ou comme moyen de pression pour quelque chose de plus grave. Le braquage était une couverture pour quoi? Une fraude à l'assurance, une rançon, ou pire. Et Cathy dans tout ça, demanda Ted, même s'il redoutait la réponse. Le visage d'Eleanor s'est décomposé. Elle n'était pas là quand nous sommes partis. Kurt a dit qu'elle travaillait tard au bureau. Ted,
Et s'il lui arrivait quelque chose à elle aussi? Ted a appelé le numéro de Cathy en raccompagnant Eleanor chez elle. Messagerie vocale. Il a essayé son bureau, son assistante, et même l'annuaire des anciens élèves de Northwestern pour joindre sa colocataire. Personne n'avait vu Cathy Douglas depuis la veille après-midi. De retour à la maison, Ted a installé Eleanor dans leur chambre avec du thé chaud et des analgésiques. Elle était physiquement en sécurité, mais émotionnellement brisée. Celle qui avait affronté les clubs d'épouses de militaires et les réunions du conseil d'administration avec Grace était anéantie par la trahison de son gendre. « Pourquoi nous ferait-il ça ?» demanda-t-elle en serrant la main de Ted. « On l'a aidé à financer son mariage avec Cathy. Qu'est-ce qu'on fait de mal ?» Ted l'embrassa sur le front, le goût du sel et de la peur. « Rien, ma chérie. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de lui. Repose-toi. Je m'occupe du reste. » Mais alors qu'Eleanor finissait par s'endormir, épuisée, le téléphone sécurisé de Ted vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Elle est en sécurité pour l'instant. 500 000 $ en liquide d'ici vendredi, sinon la prochaine fois, ça ne finira pas si bien. Instruction à suivre. Ne dis rien à la police, sinon il disparaîtra à jamais. Ted fixa le message, puis regarda sa femme endormie. Quelqu'un venait de commettre la pire erreur de sa vie. Il ciblait la famille de Theodore Barlow, ignorant qu'il réveillait ceux qui avaient démantelé les réseaux terroristes et détruit les cartels. Ted se versa 3 doigts de bourbon et ouvrit son ordinateur portable. Il était temps de rappeler à Chicago pourquoi ses ennemis ne récidivaient généralement pas. Chapitre 3. Démêler la vérité. Ted passa la nuit dans son bureau à domicile, le transformant en centre de commandement. Ses ordinateurs sécurisés accédaient à des bases de données dont la plupart des civils ignoraient l'existence, sollicitant des faveurs de contact du renseignement militaire et de réseaux de sécurité d'entreprise. À l'aube, la vie de Kurt Douglas s'étalait sur 3 écrans, tel un spécimen disséqué. Le tableau n'était pas reluisant. Kurt avait été licencié de ses 2 derniers emplois pour irrégularité, un terme d'entreprise pour vol. Son entreprise de crypto-monnaie était une société écran sans véritable activité commerciale. Plus accablant encore, ses relevés téléphoniques montraient des contacts avec des associés connus de la famille criminelle Clough, des immigrants russes spécialisés dans la fraude à l'assurance et l'extorsion. Paul arriva à 19h avec un café chargé de mauvaises nouvelles. La voiture de Cathy fut retrouvée dans un parking du centre-ville. Des images de vidéosurveillance la montrent en train de partir avec 2 hommes vers minuit, au moment même où Eleanor était larguée. Ted étudia les photos de surveillance granuleuses que Paul avait obtenues grâce à leurs contacts. Les hommes qui encadraient sa fille avaient l'air musclés. Carrures épaisses, costumes bon marché, regard mort. Cathy semblait indemne, mais effrayée. Des nouvelles des ravisseurs, demanda Paul. Ted lui montra le message menaçant. Ils veulent un demi-million d'ici vendredi. 3 jours. Ce n'est rien pour toi. Pourquoi prendre ce risque? Le rire de Ted était amer. Parce que ça ne s'arrêtera pas là. Avec des hommes comme ça, on paie une fois, on paie pour toujours. De plus, je ne négocie pas avec les terroristes, qu'ils soient étrangers ou nationaux. Eleanor apparut dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une robe de soie, le visage pâle, mais déterminé. J'entendis des voix. Des nouvelles de Cathy? Ted hésita, mais Eleanor méritait la vérité. Il lui montra les photos de vidéosurveillance, voyant son visage s'effondrer en reconnaissant la peur de leur fille. Elle a l'air terrifiée, murmura Eleanor. Ted, il faut les payer. On le fera, dit Ted prudemment. Mais on va y aller intelligemment. Paul comprit immédiatement. Tu as un plan. J'ai toujours un plan. Ted afficha les plans d'un bâtiment sur son ordinateur. Les Clough opèrent depuis un quartier d'entrepôt à Cicero. Je surveillais leurs activités pour un client dont les livraisons étaient constamment détournées. Il se croit intouchable parce qu'il paie les bonnes personnes. Eleanor observa le visage de son mari, reconnaissant le calcul froid qu'il avait rendu légendaire dans les milieux militaires. Tu ne vas pas juste les payer, n'est-ce pas? Non, mon chéri. Je vais les détruire. Le plan prit forme au cours des 24 heures suivantes. L'entreprise de sécurité de Ted entretenait des relations avec les agences fédérales, le FBI, la DEA, l'ICE, fournissant des renseignements sur les activités du crime organisé. Les Kozlov faisaient l'objet d'une enquête depuis des mois, mais les procureurs avaient besoin de preuves qui tiendraient devant le tribunal.
Ted avait l'intention de les lui fournir emballés dans un joli paquet cadeau. Brian Esty, l'avocat de Ted, arriva. Mercredi soir, avec des documents qui rendraient leur opération légale au regard des lois fédérales anti-racketeering. Tu es sûr? Une fois l'enquête fédérale déclenchée, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y avait plus de retour en arrière dès qu'ils ont touché à ma famille, répondit Ted. Eleanor était devenue plus silencieuse à mesure que le plan se développait, comprenant que son mari se préparait à la guerre. Elle avait déjà vu cette transformation pendant ses années militaires. L'homme qu'elle aimait disparaissait derrière le professionnel froid et infatigable. Et Kurt, demanda-t-elle. Il fait toujours partie de la famille, qu'on le veuille ou non. L'expression de Ted resta inchangée. Kurt a fait son choix en vous utilisant comme appât. La famille ne met pas la famille en danger. Jeudi, un autre SMS arriva. Demain minuit, parking du Navy Pier, niveau 3. Venez seul avec l'argent ou regardez votre fille disparaître. Ted transmit le message à son équipe, Paul, Brian et Virgil McCormack, son chef des opérations. Tous trois étaient d'anciens militaires liés par la loyauté et partageaient leur expérience. Ils avaient planifié des opérations à Kabylie et à Bagdad. Chicago serait un jeu d'enfant. Le quai nous offre avantage, remarqua Virgil. Plusieurs voies d'évacuation, des foules de touristes pour se mettre à l'abri, et nous connaissons le dispositif de sécurité. Paul étudiait les images satellites. Leur erreur est de penser que vous viendrez seul. Ils ne connaissent pas notre réseau de surveillance. Brian a brandi des mandats fédéraux qu'il avait obtenus par des voies prudentes. Tout ce que nous faisons est légal en vertu du Patriot Act. Ces hommes ont des liens avec des organisations criminelles étrangères. Cela fait de la situation un problème de sécurité nationale. Eleanor trouva Ted sur le balcon de leur chambre ce soir-là, regardant les vagues du lac Michigan s'écraser sur le rivage. La neige tombait à nouveau, recouvrant leur rue de banlieue parfaite d'un blanc immaculé. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda-t-elle en le rejoignant à la rambarde. Ted passa un bras autour de ses épaules. « Je n'ai jamais échoué à une mission, Eleanor. Je ne commencerai pas maintenant, mais que se passera-t-il si quelque chose tourne mal? Quoi? Ils ont blessé Cathy? La voix de Ted exprimait une certitude absolue. Puis, que Dieu les aide, car je ne le ferai pas. Ils se tenaient ensemble sous la neige qui tombait, un couple se préparant au combat. Eleanor comprit que demain changerait tout. Soit ils sauveraient leur fille et anéantiraient leurs ennemis, soit Ted mourrait en essayant. Après 30 ans de mariage, elle savait quelle issue était la plus probable. Les Kozlov avaient commis une erreur fatale. Ils avaient examiné les comptes bancaires et les avoirs de Ted, ne voyant qu'une cible fortunée. Ils n'avaient pas étudié son passé, ses compétences ni ses relations. Demain, ils apprendraient pourquoi les ennemis de Theodore Barlow n'avaient généralement pas de seconde chance. Chapitre 4. Le chasseur devient la proie. Le vendredi matin arriva avec la clarté de la neige fraîche et une détermination plus affirmée. L'équipe de Ted se rassembla dans la salle de conférence de Barlow Security à l'aube. L'espace se transforma en centre d'opération tactique. Des écrans affichaient les images de surveillance en temps réel de Navy Pier, les interceptions radio de l'organisation Kozlov et les données de suivi des agences fédérales. Coopérant désormais à l'opération conjointe. Virgil McCormick a étalé les plans des bâtiments sur la table de conférence. La sécurité des pairs gère des équipes réduites le vendredi soir, ce qui est parfait pour leur opération, mais aussi pour la nôtre. Il a indiqué différentes voies d'accès. Nous aurons des postes d'observation ici. Ici et ici. L'équipe de Paul couvre l'approche nord. La mienne se dirige vers le sud et l'est. Paul coordonnait ses contacts fédéraux. Le FBI est prêt avec des équipes tactiques, mais elles ne bougeront pas tant que nous n'aurons pas donné notre signal. L'ICE a des points de rétention d'immigration prêts à accueillir tout ressortissant étranger que nous identifierons. Ted a étudié les communications interceptées par son équipe cybernétique. Les Kozlov étaient négligents avec leur téléphone, pensant que le logiciel de cryptage les rendait invisibles. Ils n'avaient pas compté sur les capacités de surveillance de niveau gouvernemental de Barlow Security. Il prévoit de me tuer après l'échange, a annoncé Ted en lisant les conversations traduites en russe. Dmitri Klov pense que l'élimination du témoin protège leur opération. Eleanor est entrée, portant du café et des sandwichs, le visage calme malgré les circonstances. Elle avait insisté. Rester impliquée, refuser de se cacher alors que sa famille était menacée.
Des nouvelles de Cathy? Ted lui a montré la dernière interception. Elle est détenue dans un entrepôt à Cicero, vivante et indemne, mais il la transfère sur le quai 2 heures avant l'échange. Et Kurt Paul, répond-il d'un ton sombre. Les Russes en ont fini avec lui. Apparemment, son système de crypto-monnaie était censé blanchir de l'argent pour leur organisation, mais il a été détourné de l'opération. Il l'utilise pour atteindre votre famille, mais il est désormais un handicap. Le regard d'Eleanor s'est durci. Il a provoqué ça chez nous. Quoi qu'il lui arrive, il l'a mérité. Ted a été surpris par la fermeté de sa femme, même s'il n'aurait pas dû l'être. Eleanor avait survécu à 20 ans comme épouse de militaire, y compris des déploiements où les communications étaient rares et le danger constant. Elle comprenait ce qui était nécessaire. Brian Esty est arrivé avec les documents juridiques définitifs. Tout est en place. Les procureurs fédéraux sont prêts à engager des poursuites pour racket dès que nous aurons des preuves. L'ICE a préparé les ordres d'expulsion. Pour les ressortissants russes, Ted a examiné une dernière fois le cadre juridique. Rien de ce qu'ils prévoyaient ne violait la loi fédérale et la plupart de leurs actions seraient activement soutenues par les agences fédérales. Les Kozlov s'étaient fait des cibles légitimes en se livrant à des activités criminelles organisées. Souvenez-vous, Ted s'adressait à son équipe, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Nous démantelons une organisation criminelle qui opère en toute impunité. Sauver Cathy n'est que la première étape. L'après-midi fut consacré aux derniers préparatifs. L'équipement tactique de Ted était civil, mais efficace sur le plan militaire. Un gilet pare-balles sous un costume, des armes dissimulées et du matériel de communication déguisé en appareils électroniques courants. La mallette qu'il emporterait contenait de l'argent réel, $50 000 en liquide pour rendre l'opération convaincante, entourée de dispositifs de localisation et d'enregistrement. À 16 heures, le téléphone de Ted sonna, un numéro inconnu. La voix de Cathy était tendue mais maîtrisée. « Papa, ils voulaient te dire qu'ils sont sérieux. Je vais bien, mais j'ai peur. S'il te plaît, paie-les et sors-moi d'ici. J'arrive, ma puce. Attends encore un peu. Papa, je suis désolé pour Kurt. Pour tout. J'aurais dû t'écouter. » La ligne fut coupée. Ted fixait le téléphone, les paroles de sa fille se tordant dans sa poitrine. Elle avait 26 ans, était brillante et belle, et elle avait fait confiance au mauvais homme. Cette erreur avait failli détruire leur famille. Eleanor apparut à ses côtés. Elle semblait forte. « C'est une Barlow, répondit Ted. La force est de famille. » À l'approche du soir, l'équipe de Ted prit position autour de Navy Pier. La destination touristique était presque déserte dans le froid de février. Des conditions parfaites pour l'opération. Les équipes de surveillance fédérale établirent des périmètres tandis que le personnel de sécurité de Barlow surveillait les communications et les issues de secours. Ted arriva seul au parking, la mallette lourde à la main. Le niveau 3 était faiblement éclairé et presque vide, des ombres s'étirant entre les piliers de béton. Il trouva l'emplacement prévu près du coin sud-ouest et attendit. À 23h55, un SUV noir s'arrêta pour hommes. 3 hommes musclés et un homme plus âgé portant un manteau coûteux. Dimitri Kloff lui-même, réalisa Ted, observant l'homme qu'il traquait depuis des mois. Monsieur Barlow. L'anglais de Kloff était marqué d'un fort accent. Vous apportez de l'argent, j'ai apporté ce que vous avez demandé, répondit Ted sans s'avancer vers eux. Où est ma fille? Kloff fit un geste et la portière arrière du SUV apparut. Cathy sortit en titubant, les mains liées dans le dos, mais indemne. Le soulagement envahit Ted, immédiatement suivi d'une fureur froide à la vue de sa fille ligotée comme une criminelle. L'argent d'abord, exigea Kozlov. Ted brandit la mallette. La fille d'abord. Tu crois que c'est toi qui donnes des ordres ici? Le sourire de Ted était prédateur. Je pense que tu vas bientôt découvrir pourquoi c'est exactement ce que je fais. À cet instant, des projecteurs s'allumèrent à 6 endroits différents tandis que les équipes tactiques fédérales encerclaient le garage. Des haut-parleurs résonnèrent des ordres du FBI en anglais et en russe. Kloff se tourna vers Ted, la rage et la compréhension naissant simultanément. Vous avez amené la police. J'ai amené la justice, corrigea Ted tandis que des attaches en plastique apparaissaient autour des poignets des Russes. Quelque chose que vous évitez depuis des années. L'arrestation était parfaite. Pour les associés de Kozlov en garde à vue, preuve de rackeing et d'enlèvement,
infraction à la législation sur l'immigration documentée. Les Russes étaient tombés dans un piège depuis des mois, préparés par leur décision de cibler la mauvaise personne. Famille. Cathy courut dans les bras de son père tandis que les agents du FBI lui coupaient les liens. Papa, comment s'est-il passé? Mon cœur, on va te ramener à la maison auprès de ta mère. Pendant que les agents fédéraux examinaient la scène de crime, Paul s'approcha avec une triste nouvelle. Nous avons trouvé Kurt dans l'entrepôt. Les Russes n'avaient pas l'intention de le laisser vivre. Ted hocha la tête, insatisfait du sort de son gendre. Kurt Douglas avait fait ses choix et payé le prix fort pour avoir trahi la confiance familiale. La justice avait plusieurs visages et était parfois rapide et définitive. Le chasseur était devenu la proie et les opérations de l'organisation Clough à Chicago étaient terminées. Chapitre 5, le jugement. Le bâtiment fédéral du centre-ville bourdonnait d'activité tandis que les procureurs préparaient la plus grande affaire de crime organisé que Chicago ait connue depuis des années. Ted était assis dans une salle de conférence avec l'agent spécial du FBI Santiago Stokes, examinant les preuves qui allaient mettre l'organisation Kozlov sous clé pour des décennies. Votre opération nous a donné tout ce dont nous avions besoin, dit Stokes en étalant des photos et des documents financiers sur la table. Racket, enlèvement, blanchiment d'argent. Infraction à l'immigration. Dmitri Clough risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ted a étudié les photos de surveillance de l'entrepôt où Cathy avait été détenue. L'établissement contenait des preuves de multiples activités criminelles, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, fraude financière. Les Kozlov ont été plus nombreux qu'on ne le pensait. Qu'en est-il des autres membres de la famille? Ted a demandé, Mikil et Victor Clough sont déjà en détention fédérale. Nous collaborons avec Interpol pour geler leurs avoirs à l'étranger. Cette organisation est finie. Eleanor et Cathy sont arrivées à midi, toutes deux en meilleure santé après 2 jours de repos et de convalescence. Cathy avait été blanchie par les psychologues et le personnel médical du FBI, ne subissant aucune séquelle physique durable suite à son épreuve. Sur le plan émotionnel, cependant, cette expérience l'avait transformée. Je n'arrête pas de penser aux signes que j'ai manqués, a dit Cathy en acceptant le café de son père. Les appels téléphoniques tard le soir de Kurt, les rencontres mystérieuses, son intérêt soudain pour mon fonds fiduciaire. J'étais tellement aveugle. Eleanor serra la main de sa fille. Tu étais amoureuse. L'amour nous rend vulnérables. La mâchoire de Ted, les tensions se sont resserrées à l'évocation de l'intérêt de Kurt pour l'héritage de Cathy. Le fonds fiduciaire constitué par les parents d'Eleanor valait 3 millions de dollars, et était accessible lorsque Cathy aurait 27 ans, dans 6 mois. Kurt s'était préparé à un salaire qui n'arriverait jamais. L'agent Stokes a poursuivi son briefing. Nous avons trouvé des documents financiers montrant que Kurt Douglas devait 200 000 dollars au Kozlov. Son système de crypto-monnaie blanchissait de l'argent pour l'heure. Opération, mais il détournait des fonds. Ils utilisent votre famille comme moyen de pression pour recouvrer leurs pertes. Donc, nous n'avons jamais été la cible principale, a observé Ted. Non, monsieur. Vous avez été victime collatérale d'un litige commercial. Malheureusement pour eux, ils ont choisi la mauvaise garantie. Cathy leva les yeux de son café. Papa, comment as-tu su qu'il fallait contacter le FBI? Comment as-tu pu planifier tout ça si vite? Ted a échangé un regard avec Eleanor, qui a légèrement hoché la tête. Leur fille méritait la vérité sur les capacités de son père. Je traque l'organisation Clough depuis 6 mois, a expliqué Ted. Ils étaient détournements de cargaison pour l'un de mes clients. Lorsqu'ils ont ciblé notre famille, l'affaire est devenue personnelle, mais la coordination avec les agences fédérales? Barlow Security entretient des relations avec les forces de l'ordre et les services de renseignement. Cela fait partie de notre modèle économique. Lorsque des criminels nationaux se connectent à des organisations étrangères, cela devient un enjeu de sécurité nationale. L'agent Stokes a ajouté, l'opération de votre père était parfaite. Nous essayons de monter un dossier contre les Kozlov depuis 2 ans. Il nous a fourni tout ce dont nous avions besoin en 72 heures. En quittant le bâtiment fédéral, Cathy marchait aux côtés de son père dans les rues animées du centre-ville de Chicago. La neige avait cessé de tomber, laissant la ville propre et lumineuse sous le soleil hivernal. Je te dois des excuses, dit Cathy doucement. Pour ne pas avoir écouté tes inquiétudes concernant Kurt, pour avoir pensé que tu étais surprotecteur. Ted s'arrêta et fit face à sa fille. Tu ne me dois rien, ma chérie. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais.
Ce n'est pas un défaut, mais tu le savais. Tu l'as immédiatement percé à jour. J'ai passé 30 ans à identifier les menaces et à analyser les risques. C'est mon devoir d'être méfiant. Ton devoir est d'avoir foi en l'autre, de croire au meilleur de l'humanité. Ne laisse pas la trahison d'un homme changer cela. Cathy serra son père dans ses bras avec ferveur. Je t'aime, papa. Merci de m'avoir sauvé. Je t'aime aussi. Et je viendrai toujours te chercher, quoi qu'il arrive. Ce soir-là, la famille Barlow se retrouva dans sa maison de WK pour le premier dîner paisible qu'ils partageaient depuis des mois. Eleanor avait préparé un rôti braisé, un plat réconfortant pour les moments traumatisants, et ouvert une bouteille de vin qu'il gardait pour les grandes occasions. Alors, que va-t-il se passer maintenant, demanda Eleanor en levant son verre. Ted réfléchit à la question. La menace Kozlov était écartée. Les poursuites fédérales se dérouleraient sans problème et leur famille était en sécurité. Mais des changements plus profonds étaient nécessaires. Maintenant, il faut reconstruire, dit-il. Cathy retourne chez elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à retrouver son indépendance. Nous allons en thérapie familiale pour digérer ce qui s'est passé. Et nous nous rappelons que la famille est la seule chose qui compte vraiment. Pauline a appelé après le dîner pour donner les dernières nouvelles sur l'affaire. Les Russes coopèrent avec les procureurs, espérant des réductions de peine. Ils abandonnent leurs contacts à Moscou, New York et Miami. Cette affaire résonnera pendant des années et notre entreprise explosera. Toutes les agences de sécurité du pays veulent savoir comment nous avons coordonné une opération aussi parfaite. Nous allons refuser des clients. Ted n'éprouvait aucune satisfaction à une réussite professionnelle bâtie sur un traumatisme familial. Les Kozlov étaient finis. Kurt était mort et justice avait été rendue. Mais le prix à payer avait été énorme, l'innocence de sa fille, le sentiment de sécurité de sa femme, la paix de leur famille. En fermant la maison pour la nuit, Ted repensait aux événements de la semaine. Il avait protégé sa famille grâce à des compétences acquises lors de guerres lointaines et au sein de conseils d'administration. L'opération avait été impeccable, l'issue décisive. Pourtant, quelque chose semblait inachevé. Les Kozlov étaient des criminels russes. Qui avait finalement été traduit en justice par les voies légales. Kurt Douglas était mort au-delà de toute punition terrestre. Mais d'autres avaient favorisé cette situation, d'autres étaient responsables d'avoir ciblé sa famille. Ted ouvrit son ordinateur portable et commença ses recherches. Quelqu'un avait fourni au COSO des informations sur sa famille, ses dossiers financiers, ses données personnelles et ses failles de sécurité. Les criminels professionnels ne choisissaient pas au hasard des cibles comme Eleanor Barlow. À l'aube, Ted trouva ce qu'il cherchait, des documents financiers attestant des paiements d'un cabinet d'avocats de Chicago vers des comptes offshore liés aux opérations de blanchiment d'argent de Kozlov. Le cabinet s'occupait de la planification successorale de familles fortunées, dont les Barlow. Quelqu'un avait vendu les informations de sa famille à des criminels contre de l'argent. Quelqu'un qui connaissait l'emploi du temps d'Eleanor, les détails du fonds fiduciaire de Cathy et les protocoles de sécurité de Ted. Les Kozlov étaient finis, mais la guerre de Ted ne faisait que commencer. Chapitre 6. Le piège tendu. Le cabinet d'avocats Kelvin Goulden Associates occupait 3 étages d'un prestigieux immeuble de Michigan Avenue, proposant à l'élite de Chicago des services de planification successorale et de fiscalité. Refuge et gestion de patrimoine. Ted avait fait appel à leurs services pendant 15 ans, leur confiant les informations financières les plus sensibles de sa famille. Assis dans son Range Rover, de l'autre côté de la rue, il scrutait le bâtiment à l'aide d'optiques puissantes. Quelque part à l'intérieur, quelqu'un avait trahi la confiance de sa famille pour de l'argent russe. Ted comptait bien découvrir qui. La piste financière est claire, dit Paul en consultant les données sur sa tablette. 3 paiements totalisant $50 000, provenant du compte courant de Gould, à des banques des îles Caïmans liées au blanchiment d'argent de Kozlov. Quelqu'un a vendu les informations de votre famille. Virgil McCormick surveillait les communications depuis leur fourgon de surveillance. Nous interceptons tout le trafic téléphonique et Internet de l'immeuble. S'il contacte une personne suspecte, nous le saurons immédiatement. Ted avait passé la semaine à élaborer son plan avec une précision méthodique. Contrairement à l'opération Kozlov, celle-ci exigeait subtilité et patience. La cible était un cabinet d'avocats respecté, avec des clients légitimes et des connexions politiques. Une seule erreur ruinerait la réputation de Ted et exposerait potentiellement sa famille à de nouveaux dangers. Quelle est l'approche? Paul. Demanda-t-il.
Nous y allons en tant que client potentiel, a répondu Ted. Nouvelle identité, parcours vierge, patrimoine important nécessitant une protection juridique. Nous interrogerons chaque partenaire et associé jusqu'à ce que nous trouvions notre commerçant. Brian Est avait préparé la fausse documentation. Sociétés offshore, investissements internationaux, besoins complexes en matière de planification successorale qui justifieraient de longues réunions avec les cadres supérieurs du cabinet. Ted se ferait passer pour Christopher Samson, un entrepreneur en sécurité avec des opérations mondiales et des actifs liquides nécessitant des structures juridiques sophistiquées. Eleanor attendait dans le hall lorsque Ted rentra chez lui, son visage montrant la tension de la semaine dernière. Depuis le sauvetage de Cathy, elle s'était lancée dans le bénévolat et les activités caritatives, cherchant à retrouver une vie normale après un traumatisme. Des progrès ? Elle a demandé. Ted était assis à côté de sa femme sur le canapé du salon. Nous sommes proches. Celui qui a vendu nos informations sera traduit en justice et tout cela sera terminé. Ted hésita. Eleanor méritait l'honnêteté, mais elle méritait aussi la paix. Oui, chérie. Alors c'est fini. Mais Ted savait que ce ne serait jamais vraiment fini. La violation de la confiance de leur famille lui avait montré des vulnérabilités qu'il n'avait jamais connues. Considérez. Les criminels professionnels pourraient rechercher des cibles potentielles via les archives publiques, les réseaux sociaux et les bases de données commerciales. Mais des détails intimes, le programme d'Eleanor, le fonds en fiducie de Cathy, ces protocoles de sécurité nécessitaient des informations privilégiées. Quelqu'un en qui ils avaient confiance les avait trahis pour de l'argent. Lundi matin, Ted est entré chez Kelvin Goulden Associates, vêtu d'un costume d'affaires conservateur et portant une mallette contenant des documents financiers soigneusement préparés. L'espace de réception était élégant et discret, conçu pour impressionner une clientèle fortunée à la recherche de services juridiques sophistiqués. Monsieur Samson, le réceptionniste a souri professionnellement. Monsieur Gould est prêt à vous voir. Kelvin Gould était un homme distingué d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et impeccablement habillé. Son bureau d'angle surplombait le lac Michigan, décoré d'œuvres d'art coûteuses et de photographies le montrant avec l'élite politique de Chicago. Monsieur Samson, bienvenue. Je comprends que vous détenez des avoirs internationaux complexes nécessitant des conseils juridiques. Ted a parfaitement joué son rôle, décrivant des opérations fictives à l'étranger et des investissements nationaux qui nécessiteraient une planification successorale détaillée. Pendant qu'il parlait, il étudiait attentivement Gould, à la recherche de signes de nervosité ou de reconnaissance. Votre situation est certainement complexe, a déclaré Gould, en examinant les états financiers fabriqués de toutes pièces par Ted. J'aimerais que vous rencontriez plusieurs de nos spécialistes. Différents aspects de vos avoirs nécessitent une expertise différente. Au cours des 2 heures suivantes, Ted a rencontré 4 associés et 2 associés juniors. Chaque entretien a été enregistré grâce à des appareils dissimulés dans sa mallette. Chaque conversation analysée pour déceler des incohérences ou des comportements suspects. La plupart des avocats étaient exactement ce qu'ils semblaient être, des professionnels compétents s'occupant de la planification successorale légitime pour des clients fortunés. Mellel Beard, un associé junior spécialisé dans les structures financières offshore, a immédiatement déclenché les instincts de Ted. Beard était nerveux tout au long de leur réunion, posant des questions approfondies sur les antécédents de Ted et les dispositions en matière de sécurité. Il semblait particulièrement intéressé par les membres de la famille et leurs arrangements financiers, les informations exactes que les Koslov avaient utilisées pour cibler Eleanor et Cathy. La sécurité est évidemment importante dans votre travail, a déclaré Beard. Comment protégez-vous votre famille des menaces potentielles ? Le sourire de Ted n'atteignit pas ses yeux. Je fais très attention à qui je confie des informations sensibles. Après avoir quitté le cabinet d'avocats, Ted a rencontré son équipe chargée d'examiner la collecte de renseignements de la journée. Virgile avait intercepté des dizaines d'appels téléphoniques et de courriels, la plupart impliquant des tâches juridiques de routine. Mais une conversation s'est démarquée. Lowell Beard appelle un numéro non répertorié 30 minutes après le départ de Ted. Il parle à quelqu'un en russe, rapporta Virgile. Connexion de mauvaise qualité, probablement internationale. Il décrit sa rencontre avec Christopher Samson et demande des instructions. Paul était déjà en train de consulter les antécédents de Beard dans les bases de données de leur entreprise. Lowell Beard, 34 ans, divorcé, 2 enfants, de lourdes dettes de jeu, un retard dans le paiement de la pension alimentaire pour enfants, un style de vie coûteux avec le salaire d'un partenaire junior, la motivation pour vendre des informations sur les clients,
a observé Ted. Empire, a poursuivi Paul. Son ex-femme a demandé une augmentation de la pension alimentaire pour enfants il y a 6 mois. Ses dettes de jeu totalisent plus de 300 000 $. Il avait désespérément besoin d'argent. Ted a étudié les photos de surveillance de Beard quittant le cabinet d'avocat. L'homme avait l'air hagard et nerveux, vérifiant constamment son téléphone et son environnement. Comportement classique pour quelqu'un vivant sous menace. Il a peur, remarqua Ted, probablement parce qu'il sous la pression de ses contacts russes pour qu'ils fournissent davantage d'informations sur ses clients. Brian Esty est arrivé avec des documents juridiques. Nous disposons de suffisamment de preuves pour que les procureurs fédéraux puissent obtenir des mandats. Fraude, racket, complot, violation du secret professionnel des avocats. Il risque une lourde peine de prison. Mais Ted pensait au-delà des poursuites judiciaires. Lowell Beard avait trahi la confiance de sa famille et avait failli faire tuer Cathy. La prison fédérale était la justice, mais ce n'était pas suffisant. L'homme devait comprendre toutes les conséquences de ses choix. Nous n'allons pas encore voir les procureurs fédéraux, annonça Ted. Tout d'abord, nous allons enseigner à M. Beard les risques de trahir la confidentialité des clients. Eleanor était dans leur cuisine lorsque Ted arriva à la maison, préparant le dîner avec une intensité inhabituelle. Elle préparait des repas élaborés depuis le sauvetage de Cathy, trouvant du réconfort dans les routines domestiques après que leur monde ait été bouleversé. « Vous l'avez trouvé » dit-elle sans lever les yeux de ses préparatifs. Oui, un partenaire junior nommé Lolbear. Les dettes de jeu et les problèmes financiers l'ont amené à vendre des informations sur ses clients aux Russes. Pour lui, Ted était continuellement étonné par la force de sa femme. Eleanor comprenait que certaines violations nécessitaient des réponses au-delà des poursuites judiciaires. Elle avait soutenu sa carrière militaire, sachant que la justice venait parfois du canon d'une arme plutôt que du marteau d'un juge, a promis Ted. Éliminé par les forces de l'ordre fédéral. Kurt Douglas avait payé de sa vie ses trahisons. Il était désormais temps pour Beard de comprendre que trahir la famille de Theodore Barlow entraînait des conséquences au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Chapitre 7. Les ressorts du piège. La dépendance au jeu de Beard l'avait conduit dans les salles de poker souterraines du quartier chinois de Chicago, où des hommes désespérés jouaient avec de l'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Ce soir, il perdait lourdement face à des joueurs qui semblaient sur le point de se briser à cause de dettes impayées. Ted regardait depuis l'autre côté du smoky room, habillé comme n'importe quel autre joueur col bleu, en quête d'argent facile. Son équipe de surveillance suivait Beard depuis 3 jours, apprenant ses habitudes et identifiant ses vulnérabilités. L'avocat était prévisible. Tous les mardis et vendredis soirs, poker underground jusqu'à l'aube. Il est en baisse de 8000 ce soir. Paul rapporta via l'écouteur de Ted. J'ai emprunté de l'argent à un requin solitaire nommé Chin, qui n'accepte pas d'excuses. Ted sourit sinistrement. Beard était sur le point de vivre une très mauvaise passe soir. À 2 heures du matin, Beard est sorti du tripot ivre et désespéré. Il a perdu 12 000 $ d'argent emprunté, ce qui porte le total de ses dettes à plus de 300 000. Selon des appels téléphoniques interceptés, ses contacts russes exigeaient davantage d'informations sur ses clients pour compenser ses pertes au jeu. Ted a suivi Beard jusqu'à son appartement de Lincoln Park, un espace coûteux que l'avocat ne pouvait plus se permettre. Le bâtiment était mal sécurisé et possédait de multiples points d'accès, ce qui était parfait pour ce que Ted avait prévu. L'appartement de Beard était sombre lorsqu'il entra, fouillant avec les clés et marmonnant ses pertes. Il alluma les lumières et se figea. Ted était assis sur la chaise de son salon, portant un équipement tactique noir et tenant un pistolet supprimé. « Bonsoir, MDR, dit Ted en conversation. Nous devons parler. » Le visage de Beard devint blanc. « Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? » « Je m'appelle Christophe Samson. Nous nous sommes rencontrés hier dans votre cabinet d'avocat, sauf que mon vrai nom est Theodore Barlow, et que vous avez vendu les informations de ma famille à des criminels russes. » Le légende de l'avocat ont lâché, l'envoyant s'écraser sur son coûteux canapé. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Ted a sorti une tablette montrant les dossiers financiers. 50 000 $ de Kelvin Gould & Associates sur des comptes des îles Caïmans contrôlés par la famille criminelle Clove. 3 paiements coïncidant avec des transferts d'informations sur mes dispositions en matière de sécurité familiale. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, je peux. Ted a diffusé des enregistrements audio des appels téléphoniques de Beard avec ses contacts russes. Nous surveillons vos communications depuis une semaine.
Les procureurs fédéraux ont suffisamment de preuves pour vous emprisonner pendant 20 ans. Beard hyperventilait maintenant, comprenant que son monde s'effondrait. S'il vous plaît, j'ai des enfants. J'avais besoin d'argent pour payer mes dettes de jeu. Les Russes ont dit que personne ne serait blessé, mais que les gens seraient blessés, a déclaré froidement Ted. Ma femme a été terrorisée et abandonnée par temps glacial. Ma fille a été kidnappée et détenue contre rançon. Mon gendre est mort. Tout cela parce que vous avez vendu des informations confidentielles sur vos clients pour de l'argent de jeu. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que quiconque obtienne blessé. Ted se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure. Désolé, ce n'est pas suffisant, Lel. Tu vas m'aider à finir ça. Le plan était élégant dans sa simplicité. Beard contacterait ses responsables russes, prétendant détenir de nouveaux renseignements sur les dispositions de sécurité de la famille Barlow. Il organiserait une réunion pour transférer des informations et percevoir le paiement. Ce que les Russes ne savaient pas, c'est que des agents fédéraux enregistreraient tout. Ils me tueront s'ils découvrent que je coopère, gémit Beard. Ils te tueront de toute façon, répondit Ted. L'organisation Clough a été démantelée. Dimitri et ses frères sont détenus par le gouvernement fédéral et risquent une peine d'emprisonnement à perpétuité. Leurs associés restants éliminent les détails. Et tu es le plus lâche de tous. Ted a montré des photos de surveillance de la barbe d'autres associés de Kozlov qui avaient été retrouvés morts la semaine dernière. Vous avez deux choix. Coopérer avec les autorités fédérales et bénéficier de la protection des témoins ou attendez que les Russes nettoient définitivement leurs dégâts. Beard regarda les photos, comprenant enfin complètement sa situation. C'était un homme mort qui marchait à moins qu'il ne coopère pleinement. Que veux-tu que je fasse? Ted a décrit l'opération. Beard contacterait son maître et organiserait une réunion d'urgence prétendant avoir des renseignements sur les actifs supplémentaires de la famille Barlow nécessitant une protection juridique. La réunion aurait lieu dans un lieu choisi par des agents fédéraux avec une surveillance totale et un soutien tactique. Si vous essayez de les avertir ou de vous écarter du plan, a poursuivi Ted, vous ferez face à des poursuites fédérales pour trahison, complot et complicité d'enlèvement. C'est la prison à vie dans une prison fédérale, à condition que vous surviviez assez longtemps pour être condamné. Brian Estu est arrivé à 4 heures du matin avec des mandats fédéraux et des accords d'immunité. Lel Beard, vous êtes en état d'arrestation pour violation du secret professionnel de l'avocat, complot en vue de commettre un enlèvement et blanchiment d'argent. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que les agents fédéraux traitaient la scène, Ted monta sur un balcon barbu surplombant Lincoln Park. L'aube se levait sur le lac Michigan, peignant le ciel dans des tons d'or et de pourpre. Dans quelques heures, la phase finale de son opération allait commencer. Éléonore était réveillée quand Ted rentra chez lui, lisant dans leur chambre avec du café et une expression inquiète. Comment ça s'est passé? Beard coopère pleinement. Nous aurons ses contacts urgents et sa garde d'ici ce soir. Éléonore ferma son livre et étudia le visage de son mari. Et puis c'est vraiment fini. Ted s'assit sur leur lit et prit la main de sa femme. Oui, chérie. Alors c'est fini. Mais en privé, Ted savait que ce n'était que le début. La violation de la sécurité de sa famille avait révélé des vulnérabilités auxquelles il n'avait jamais pensé. Les criminels professionnels pourraient accéder à des quantités surprenantes d'informations sur des cibles potentielles par l'intermédiaire d'avocats, de comptables et de conseillers financiers corrompus. Les Kozlov étaient finis. Kurt Douglas était mort et Lolé passerait des décennies dans une prison fédérale. Mais d'autres criminels considéreraient la famille Barlow comme des cibles attractives. Propriétaires d'entreprises prospères, actifs précieux, routine prévisible. Le téléphone de Ted sonna avec un SMS de l'agent Stokes. Dernière opération ce soir. Emplacement cible sécurisé. Votre avocat fonctionne parfaitement. Ted supprima le message et regarda sa femme endormie. Éléonore lui avait apporté 30 ans d'amour et de soutien, à ses côtés lors de déploiements militaires et de luttes commerciales. Elle méritait la paix dans leurs années d'or, et non une vigilance constante contre les menaces criminelles. Alors que la neige continuait de tomber par la fenêtre de leur chambre, Ted a pris une décision qui allait tout changer. L'opération Clough concernait la justice et la protection de la famille. La prochaine étape consisterait à envoyer un message à toutes les organisations criminelles de Chicago. La famille Barlow était définitivement interdite. Chapitre 8, Victoire totale.
L'entrepôt abandonné de Cicéron avait été transformé en centre opérationnel de surveillance fédérale avec des agents surveillant chaque entrée et canal de communication. Ce soir mettrait fin aux derniers vestiges des opérations de l'organisation Kozlov à Chicago, l'aile Byrd servant d'appât pour attirer les associés restants. Ted a regardé depuis le véhicule de commandement alors que Byrd entrait dans l'entrepôt à 21h exactement. Portant un équipement d'enregistrement et un traceur GPS. L'avocat avait l'air terrifié mais suivait parfaitement les instructions, comprenant que coopérer était sa seule chance de survie. Le sujet est en position. L'agent Stokes a rapporté, les équipes de surveillance surveillent toutes les approches. 3 berlines noires arrivèrent en quelques minutes, déversant 6 hommes qui se déplaçaient avec une précision militaire. Les autres associés de Kozlov étaient lourdement armés et clairement méfiants, scrutant l'entrepôt à la recherche de menaces potentielles avant de s'approcher de Byrd. Ted a étudié le flux de surveillance montrant les hommes entourant Byrd à l'intérieur de l'entrepôt. Leur langage corporel suggérait une violence imminente plutôt qu'un échange d'informations de routine. Quelqu'un les avait avertis de l'implication potentielle des forces de l'ordre. Abandonnez, a ordonné Ted. Ils savent que c'est un piège. L'agent Stokes coordonnait déjà des équipes tactiques. Toutes les unités entrent. Les sujets sont armés et dangereux. L'entrepôt a explosé dans le chaos alors que les agents fédéraux ont violé les tirs d'armes automatiques résonnaient sur les murs en béton. Ted regarda l'affichage tactique montrant les positions des agents et les mouvements des sujets, calculant les probabilités et les résultats avec une froide précision. 2 suspects furent immédiatement tombés, pris dans des tirs croisés entre les équipes tactiques du FBI. 3 autres se barricadèrent derrière des conteneurs d'expédition, ripostant avec des armes militaires. Le 6e homme, en fonction de sa position, avançait avec un pistolet dégainé, répondit l'agent Stokes. Tir répercuté sur l'industriel Chevron. 6 suspects neutralisés. Aucune victime fédérale et suffisamment de preuves récupérées pour poursuivre les autres associés de Kozlov dans 3 États. L'aile Byrd a été retrouvée cachée derrière un pilier en béton, indemne mais traumatisé par la violence qui l'entourait. Il témoignerait devant de grands jurys fédéraux, puis disparaîtrait dans la protection des témoins avec une nouvelle identité et une surveillance fédérale. C'est fini, a déclaré Paul alors qu'il regardait les agents fédéraux s'occuper de la scène du crime. L'organisation Kozlov est complètement éliminée. Ted hocha la tête, mais sa satisfaction était tempérée par des préoccupations plus vastes. Les associés russes avaient été avertis du piège, suggérant que d'autres organisations criminelles surveillaient les activités des forces de l'ordre. Le monde souterrain de Chicago était plus sophistiqué qu'on ne le pensait. 2 semaines plus tard, Ted s'est présenté devant un tribunal fédéral alors que le juge Stanley O a condamné les associés survivants de Kozlov à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dmitri Kozlov lui-même avait été reconnu coupable de 17 chefs d'accusation fédéraux, notamment de racket, d'enlèvement et de complot en vue de commettre un meurtre. Le tribunal estime que les actions du défendeur représentent un danger clair et actuel pour la sécurité publique. Jugeau a déclaré, ces peines reflètent la gravité des activités du crime organisé et ont un effet dissuasif sur ceux qui pourraient menacer les familles américaines. Cathy serra la main de Ted pendant qu'ils écoutaient les verdicts. Sa fille avait témoigné lors du procès, décrivant son enlèvement avec une dignité posée qui avait impressionné les procureurs et les membres du jury. L'expérience l'avait changée, révélant la force que Ted avait toujours su qu'elle possédait. Eleanor était assise à côté d'eux, élégante dans un costume bleu foncé qui mettait en valeur sa grâce naturelle. Elle avait soutenu Cathy tout au long du procès tout en gérant sa propre guérison d'un traumatisme. La femme que Ted avait épousée il y a 30 ans était sortie de cette crise plus forte que jamais. À l'extérieur du palais de justice fédéral, des journalistes ont encerclé la famille Barlow pour demander des interviews sur leur calvaire et leur rétablissement. Ted a répondu à leurs questions avec une courtoisie professionnelle sans rien révéler sur son parcours ou ses méthodes. « Qu'est-ce que ça fait de voir justice rendue ?» a demandé un journaliste de télévision. « La justice n'est jamais satisfaisante lorsqu'elle coûte si cher », a répondu Ted. « Nous sommes reconnaissants du professionnalisme des forces de l'ordre et heureux que ces criminels ne puissent pas menacer d'autres familles. Prendrez-vous des mesures de sécurité supplémentaires ?» Le sourire de Ted était énigmatique. « Les dispositions relatives à la sécurité de ma famille ne sont pas sujettes à discussion publique. » Ce soir-là, les Barlow ont fait la fête dans leur restaurant préféré surplombant le lac Michigan. La neige tombait à nouveau, mais dans la salle à manger chaleureuse, ils pouvaient se concentrer sur la reconstruction de leur vie et de leur relation. Alors, que se passe-t-il maintenant ? A révélé des vulnérabilités qui ne pouvaient être ignorées.
Nous allons de l'avant, a finalement déclaré Ted. Plus fort, plus intelligent et plus prudent quant à ceux en qui nous avons confiance. Et nous nous souvenons que la famille est la seule chose qui compte vraiment. Tout le reste n'est que des détails. Alors qu'ils rentraient chez eux dans les rues enneigées de Chicago, le téléphone sécurisé de Ted sonna avec un message provenant d'une source cryptée. La nouvelle se répand dans la communauté. La famille Barlow est intouchable. Personne ne veut être le prochain Kozlau de l'organisation. Ted sourit sombrement et supprima le message. Parfois, la justice passait par les tribunaux fédéraux et les procédures judiciaires. Parfois, elle passait par des méthodes plus directes. La pègre ne comprenait qu'un seul langage, une seule force et des conséquences. L'organisation Clough avait appris cette leçon de façon permanente. Tout autre groupe criminel considérant la famille Barlow comme une cible se souviendrait de ce qui est arrivé aux Russes qui ont commis cette erreur. Paul a appelé alors qu'ils entraient dans leur allée. Je reçois des demandes d'entreprises de sécurité à New York, Miami et Los Angeles. Tout le monde veut savoir comment nous avons coordonné une opération aussi parfaite. Dites-leur que c'est une méthodologie exclusive, a répondu Ted. Alors que la famille s'installait dans leur maison pour la soirée, Ted a réfléchi aux événements du mois dernier. Sa famille a éliminé les menaces avec précision chirurgicale. L'opération s'était déroulée sans incident, le résultat décisif. Mais plus important encore, cette expérience a renforcé les liens familiaux que la pression criminelle avait mis à rude épreuve. Eleanor et Cathy le comprenaient mieux maintenant. Reconnaître les compétences et la détermination qui ont rendu possible leur vie paisible. Ils n'étaient plus seulement protégés. Ils étaient partenaires de leur propre sécurité. L'organisation de Clough était terminée. Lowbeard passerait des décennies dans une prison fédérale. Et les organisations criminelles de Chicago ont compris que la famille Barlow était définitivement interdite. Ted avait remporté une victoire totale. Chapitre 9, le nouvel ordre. 6 mois après les verdicts du tribunal fédéral, Ted se tenait dans son bureau agrandi surplombant le lac Michigan. Barlow Security était devenue l'une des principales sociétés de conseil en sécurité du Midwest, avec des contrats couvrant la protection des entreprises, le Conseil fédéral et les opérations internationales. L'affaire Kozlau, couronnée de succès, a établi leur réputation de solutionneurs de problèmes et d'obtention de résultats. Paul est entré avec des rapports trimestriels montrant des revenus en hausse de 3 cents % par rapport à l'année précédente. Nous refusons des clients. Toutes les entreprises de Chicago veulent l'équipe de sécurité qui a démantelé une famille criminelle russe en 72 heures. Ted a examiné les états financiers avec satisfaction. Le succès ne se mesurait pas seulement en termes d'argent, mais la sécurité financière offrait à sa famille l'indépendance qui rendait tout le reste possible. Eleanor pouvait poursuivre ses intérêts caritatifs sans souci et Cathy pouvait reconstruire sa vie sans pression économique. Des nouvelles des autorités fédérales sur de nouveaux cas ? Demanda P. L'agent Stokes a 3 opérations liées au crime organisé sur lesquelles il souhaite notre consultation. ICE a une affaire de traite d'êtres humains nécessitant nos contacts internationaux. Le département d'État s'intéresse à nos capacités à l'étranger. Ted hocha la tête, mais son attention restait principalement locale. Le paysage criminel de Chicago a considérablement changé depuis l'adoption de la loi sur la cause de l'élimination. La rumeur s'était répandue dans les réseaux clandestins selon laquelle certaines familles étaient intouchables, protégées par des capacités que la plupart des criminels ne pouvaient comprendre. Virgil McCormick a frappé et est entré avec des rapports de surveillance. Rien d'anormal à signaler. Les mouvements de votre famille sont propres. Aucune activité suspecte ni intérêt inattendu. Depuis le procès, Ted avait mis en place des protocoles de sécurité complets pour sa famille. Les routines quotidiennes d'Eleanor comprenaient des équipes de protection discrètes. L'appartement de Cathy avait été transféré dans un immeuble sécurisé avec accès contrôlé et leur maison WCK a disposé de systèmes de sécurité de niveau militaire. Comment Cathy s'adapte-t-elle aux nouveaux arrangements ? A demandé Ted. Elle s'adapte bien, répondit Virgile. Comprend la nécessité et coopère pleinement. Aucune plainte concernant les restrictions en matière de confidentialité ou d'indépendance. Cathy était retournée travailler dans son cabinet de conseil, mais avec une meilleure compréhension de la sécurité personnelle et de l'évaluation des risques. L'expérience de l'enlèvement l'avait considérablement mûrie, révélant la force et la résilience que Ted avait toujours su qu'elle possédait. Elle sortait à nouveau avec soin, avec des vérifications complètes des antécédents des partenaires potentiels, mais abordait les relations avec la prudence qui s'imposait.
Eleanor est apparue à la porte du bureau avec du café et arborant le sourire éclatant qui avait conquis le cœur de Ted il y a 30 ans. Le traumatisme de son épreuve s'était estompé, remplacé par une confiance tranquille et une plus grande appréciation de la sécurité de leur famille. « Comment vont mes professionnels de la sécurité préférés ?» demanda-t-elle en distribuant du café aux hommes. « Gardez Chicago en sécurité pour les familles décentes, » répondit Paul avec une véritable affection pour la femme de Ted. Eleanor était devenue une sorte de légende parmi le personnel de Barlow Security. L'histoire de sa survie et de son courage lors de l'enlèvement s'était répandue dans leur organisation, créant une atmosphère presque protectrice. Respect pour la famille du patron. Personne ne remettrait jamais en question les ressources dédiées à la sécurité d'Eleanor Barlow. Cathy a appelé. Eleanor a continué. Elle invite quelqu'un à dîner dimanche soir. Un avocat nommé Alan Trujillo qui travaillait pour le bureau du procureur de l'État. Ted haussa un sourcil. Un procureur ? C'est intéressant. Elle a dit que vous approuveriez son passé. Ancien militaire, pas d'association criminelle, antécédents financiers vierges. Elle apprend. Paul observa avec approbation. Ted était heureux que Cathy prenne ses relations au sérieux, appliquant les leçons tirées de son mariage désastreux avec Kurt Douglas. L'expérience avait été traumatisante mais éducative, lui apprenant à évaluer le caractère des partenaires plutôt que leur charme superficiel. Cet après-midi-là, Ted a rencontré Brian et Steve pour passer en revue les changements nécessaires à la planification successorale après les récents événements. Le fonds fiduciaire de Cathy avait été restructuré avec des dispositions de sécurité supplémentaires, tandis que le testament de Ted comprenait des instructions spécifiques pour protéger sa famille si quelque chose lui arrivait. La base juridique est solide, a rapporté Brian. Votre famille est protégée financièrement, juridiquement et opérationnellement. Aucune organisation criminelle ne pourrait à nouveau les cibler. Ted a étudié les documents juridiques établissant des fiducies offshore, les protocoles de communication sécurisés et les procédures d'urgence qui s'activeraient si sa famille faisait face à de futures menaces. L'affaire Clough avait révélé des vulnérabilités auxquelles il n'avait jamais pensé. Désormais, ces lacunes étaient définitivement comblées. Brian hésita avant de continuer. Il y a une autre question. L'association du barreau de l'Illinois souhaite discuter du cas de l'Olbéar. Ils envisagent de nouvelles règles d'éthique concernant le secret professionnel des avocats et la sécurité des informations. Bien, répondit Ted. Les avocats doivent comprendre que trahir la confidentialité de leurs clients entraîne de graves conséquences. Beard lui-même purgeait 15 ans dans une prison fédérale, après avoir pleinement coopéré avec les procureurs en échange d'une réduction de peine. Il finirait par être libéré, mais sa carrière juridique était terminée et sa réputation détruite. L'homme qui avait vendu les informations de la famille de Ted contre de l'argent de jeu avait payé un prix qui le suivrait pour toujours. Le dîner du dimanche a amené Alan Trio chez les Barlow pour la première fois. Le jeune procureur était impressionnant. Diplôme en droit de Stanford, service de réserve dans l'armée, réputation irréprochable au bureau du procureur. Plus important encore, il regardait Cathy avec une affection et un respect sincère. Ma fille me dit que tu travailles dans le secteur de la sécurité, dit Alan en acceptant un bourbon de Ted. Conseil en entreprise et évaluation des risques, a répondu Ted avec soin. Aider les entreprises à protéger leurs actifs et leur personnel. Le sourire d'Allen suggérait qu'il en savait plus que ce qu'il disait. J'ai entendu parler de votre travail sur l'affaire Kosoff. Coordination impressionnante avec les autorités fédérales. Ted étudia le jeune homme, reconnaissant son intelligence et sa discrétion. Alan Trio comprenait exactement qui était Theodore Barlow et ce qu'il était capable d'accomplir. Cette connaissance ne l'a pas intimidé. Je comprends parfaitement, a répondu Alan. Et je respecte les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité. Après le dîner, Ted a trouvé Eleanor sur le balcon de leur chambre en train de regarder les chutes de neige sur le lac Michigan. La vue était paisible, démentant la violence et le danger auquel ils avaient survécu 6 mois plus tôt. Il semble être un homme bon, a déclaré Eleanor, discutant d'Alan sans avoir besoin de le nommer. Il comprend ce que signifie protéger quelqu'un que l'on aime. Eleanor s'est appuyée contre l'épaule de son mari, trouvant du réconfort dans sa force et sa présence. Pensez-vous que nous nous sentirons à nouveau complètement en sécurité? Ted réfléchit à la question honnêtement. Mais nous sommes aussi protégés que n'importe quelle famille peut l'être, à cause de ce que tu as fait au Koslov, à cause de ce dont nous sommes capables lorsque notre famille est menacée. Sur les événements de l'année écoulée.
L'organisation Clough avait été éliminée. Lowell Beard purgeait une peine de prison fédérale et les organisations criminelles de Chicago ont compris que certaines familles étaient définitivement interdites. Plus important encore, cette expérience avait révélé la profondeur de la force et de la résilience de sa famille. Eleanor avait survécu à l'enlèvement et à l'abandon avec grâce et courage. Cathy avait enduré le terrorisme et la trahison tout en conservant son optimisme et sa confiance en l'humanité. Le téléphone sécurisé de Ted sonnait avec un message provenant d'une source cryptée. Les familles de Chicago sous la protection de Barlow comprennent désormais 3 juges fédéraux, 2 sénateurs d'État et 5 PDG du Fortune 500. Votre réputation crée un parapluie de sécurité sur toute la ville. Ted sourit et supprima le message. Parfois, protéger une famille signifiait protéger plusieurs familles. Parfois, la justice personnelle servait à des fins plus vastes. La pègre comprenait désormais que Chicago abritait des forces qu'elle ne pouvait ni défier ni corrompre. Theodore Barlow avait réalisé quelque chose au-delà de la simple vengeance ou même de la justice. Il avait établi un nouvel ordre dans lequel des familles décentes pouvaient vivre sans crainte de prédation criminelle. Protégées par des capacités que la plupart des gens ne pourraient pas imaginer. La neige tombait plus lourdement maintenant, recouvrant Chicago d'un blanc immaculé qui couvrait tous les péchés et repartait chaque jour frais. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais ce soir, la famille Barlow était en sécurité et plus forte que jamais. Ted a tenu sa promesse envers Eleanor il y a 30 ans. Il protégerait toujours leur famille, peu importe ce que cela coûterait ou peu importe qui se mettrait en travers de son chemin. Cette promesse a été mise à l'épreuve par des criminels russes et des avocats corrompus, par des enlèvements et des trahisons, par des forces qui ont détruit d'autres familles et brisé d'autres vies. La promesse avait été tenue. La famille avait survécu. La justice avait été rendue et les ennemis de Theodore Barlow avaient définitivement appris pourquoi ils auraient dû choisir des cibles différentes. Et voilà. Une autre histoire touche à sa fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous appréciez cette histoire, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela représente tout le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran. Et je te verrai là-bas.